Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Didier Amani Sangara et bienvenue dans notre édition du jour où ensemble, nous allons faire l'autopsie politique du gouvernement congolais. L'objectif de ce travail est d'examiner la nature de l'abus du pouvoir en République démocratique du Congo, se basant sur 4 principaux points mitigés, dont la question de l'effet de l'indépendance du Congo, 2. L'étranger au centre du pouvoir en République démocratique du Congo, 3. L'instabilité politique liée de l'effet de la démocratie, 4. L'échec de la diplomatie congolaise. Cette triste réalité fait dire à certains que, depuis le 19e siècle, la RDC a été transformée en zone libre, en patrimoine mondial dont le roi Léopold II était le premier gérant. Après lui, le Congo fut soumis à un système politique et économique qui permet à un conglomérat de gouvernements et de multinationales étrangers d'y opérer sans gêne et de prospérer grâce à la mégestion et à la corruption. Avant d'entamer ce sujet, permettez-moi de vous rappeler qu'au Congo, les Congolais viennent d'endurer plus de 140 ans de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. L'histoire commence depuis 1879 et le partage de l'Afrique, où les grandes puissances ont imposé une guerre économique à la République démocratique du Congo. Environ un siècle et demi de crimes et d'impunité auraient résulté de l'exploitation illégale des ressources naturelles ou minières du Congo. Et selon la classification périodique, partant de la colonisation, pendant les ères coloniales, on estime que la population du Congo a diminué d'environ la moitié sur une période de 63 ans, de 1879 à 1942. Il est confirmé que 10 millions de Congolais ont été tués durant cette période de la colonisation et d'esclavagisme. Suite à l'invention de la chambre à air pour la bicyclette et de la grande demande pour les gaines de câbles de téléphone, de télégraphe et autres besoins de l'industrie, le caoutchouc devient une matière première très prisée. Sur le plan mondial, au début des années 1890, comme le prix du caoutchouc augmentait, les quotas mensuels que les Congolais devraient rapporter augmentaient en conséquence. Les hommes étaient forcés d'être loin de leur famille, dans la forêt, pendant les semaines entières. Beaucoup de femmes en otage étaient affamées, enchaînées et souvent violées par les gardes. Et comme en faux écho, les services léopoldiens, les viols par des hommes en armes est encore, hélas, la source de dizaines de millions, voire des centaines de millions de femmes congolaises aujourd'hui, ce qui est le résultat des politiques coloniales. La violence avec torture en public, la stigmatisation répétée, perte d'estime de soi, l'asservissement des victimes, la faim, la maladie, les meurtres et assassinats, les abandons des familles, le travail forcé jusqu'à la mort. Tous ces crimes sont commis par les armes perfectionnées de l'armée privée de Léopold II. De plus, dans plusieurs villages congolais, l'armée réquisitionnait la nourriture pour ses soldats à coups de fusil, réduisant encore plus les réserves alimentaires de la population autochtone.
Les maladies ont frappé ceux qui auraient survécu en cas de malnutrition ou de famine, ce qui a fait de loin la principale cause des décès au Congo. Parlant du néocolonialisme qui a débouché à l'accord tripartite économique et financier de 1942, 48 ans se sont écoulés sous la domination et le patrimonialisme congolais de 1942 à 1990. Le Congo est soumis sous la coupe des gouvernements occidentaux. Le pacte néocolonial, le paradigme, entre parenthèses, le paradigme du traité de souveraineté non coopérative inscrit dans la constitution belgo-américaine, et le leadership politique congolais n'est légitime que s'il a reçu l'onction belgo-américaine et les droits qu'a la Belgique à l'égard du Congo. En conséquence, le Congo a été placé sous la mainmise du pouvoir colonial contrôlé par les pays occidentaux avec toutes les conséquences civiles causées par la mauvaise gouvernance des présidents mandataires en République démocratique du Congo. De Kasavubu à Mobutu, ces présidents et hommes politiques hissés au rang de héros pour falsifier l'histoire du Congo ou faire oublier les crimes commis et distraire les Congolais sont impliqués dans les assassinats des nationalistes congolais et conservent le patrimoine de la colonie belge au détriment du peuple autochtone ou au détriment du peuple congolais. Et en rapport avec l'ethnicité qui sert de maquillage en créant l'économie par des seigneurs de guerre datant de 1993 à nos jours, la guerre en RDC trouve ses ressources dans un problème d'ordre économique mondial. Or, au Congo, il n'y a pas de conflits ethniques. Les préjugés raciaux sont utilisés par les multinationales ou les grandes puissances pour leur faciliter le contrôle des fabuleuses ressources minérales du Congo qui sont des minéraux rares pour l'industrie technologique actuelle. C'est-à-dire que l'explication de la guerre au Congo se trouve ailleurs. C'est une guerre économique qu'on a tenté de maquiller, transformer en guerre ethnique, afin de faciliter le pillage systématique des mines de la RDC par les États étrangers, qui a favorisé la criminalité économique en République démocratique du Congo. Après un siècle et demi d'occupation coloniale, les peuples congolais restent toujours captifs et une petite poignée d'individus congolais nagent dans l'abondance alors que la grande majorité des citoyens congolais croupit dans la misère la plus sombre. L'utilisation des ressources du Congo sont à la merci d'un groupe d'individus, entre parenthèses ministres, sénateurs, parlementaires, membres du cabinet du président, conseillers du président et le président lui-même. Elle est considérée comme principale cause profonde de la corruption en RDC. La logique du fonctionnement du pays est patrimoniale et conduit à une grave exploitation du secteur public. Prenons par exemple le secteur minier. Au début de l'invasion du pays par l'Ouganda et le Rwanda, ou l'invasion du pays par l'Ouganda et le Rwanda a créé de nouvelles occasions pour les élites de poursuivre leur pillage du pays avec la collaboration des réseaux étrangers corrompus qui ne souhaitent pas le relèvement de la RDC. La situation engendrée par les guerres qui ont dévasté le pays a permis à certains responsables politiques qui détenaient les positions du pouvoir de dépouiller l'État de ses biens en toute impunité. Des ressources minérales considérables étaient ou sont exportées en contrebande. Les sociétés minières de l'État
ont été dépossédés de leurs actifs grâce à des contrats de joint-venture signés dans des circonstances non transparentes, Et plus de 80% des mines en République démocratique du Congo ont été privatisées. 63 ans après l'indépendance, la politique de prédation des ressources économiques du Congo perdure au profit des étrangers, avec la complicité des leaders locaux et nationaux congolais. Beaucoup de ces contrats, dont la signature aurait impliqué la corruption des hauts fonctionnaires congolais, contiennent des termes et conditions qui privent le Congo des revenus importants dont il a besoin pour soulager la misère de sa population. Et dans les massifs forestiers, l'exploitation forestière ont été accordées aux opérateurs privés du clan de Joseph Kabila. Les mêmes cas s'observent dans la gestion de certains nombres de ports, les lacs et les parcs nationaux, gérés par les étrangers ou par l'UNESCO. La gestion des forêts et des parcs nationaux du Congo échappe au gouvernement congolais. Tout projet de préservation des forêts du Congo n'est bénéfique aux Congolais. Voilà en quelques mots un rappel des faits qui résulte le fonctionnement du Congo depuis les années 1879 à nos jours. Et la solution au problème, j'y reviendrai dans notre prochaine édition. Maintenant, examinons ensemble les 4 principaux points mitigés, comme je l'ai dit tantôt, dont la question de l'effet de l'indépendance du Congo, l'étranger au centre du pouvoir congolais, l'instabilité politique liée de l'effet de la démocratie et l'échec de la diplomatie congolaise. Partant du point 1, qui est l'effet de l'indépendance du Congo, nous pouvons observer et constater que depuis l'acte de l'indépendance du Congo, la RDC n'est restée indépendante que pendant 3 mois, de juin à septembre 1960. Car depuis cette dernière date, elle est sous le mandarinat belge. Le Congo géré à volonté via des hommes politiques imposés. Le Congo est sous la coupe des gouvernements occidentaux, États-Unis, Belgique et Grande-Bretagne, selon l'accord tripartite économique et financier de 1942. Le pacte néocolonial à l'initiative de Paul Spaak, entre guillemets, le paradigme du traité de souveraineté non coopérative inscrit dans la constitution belgo-américaine adoptée en 1961 afin d'éviter que l'expression électorale des Congolais ne soit utilisée que pour sélectionner des personnalités indociles au dictat belgo-américain. Cela veut dire que le leadership politique congolais n'est légitime que s'il a reçu l'onction belgo-américaine et les droits moraux qu'a la Belgique à l'égard du Congo. En rapport avec les points 2, dont l'étranger au centre du pouvoir au Congo, la collision entre les groupes d'intérêts occidentaux, acteurs externes dominants, extérieurs dominants, et les leaders congolais dociles, n'a pas permis l'indépendance économique du Congo. Il existe une absence de relations entre les régimes politiques et la croissance économique. L'abus du pouvoir est délibéré en RDC et l'étranger est au centre du pouvoir sans moindres inquiétudes. Les acteurs invisibles détiennent les pouvoirs du Congo à travers les accords signés avec les hommes politiques congolais et les groupes rebelles étrangers depuis 1964. Entre guillemets,
10 ans de malheur au Kivu, 1957-1967, les jeux diplomatiques stimulés par la situation géopolitique en République démocratique du Congo, ou la pratique courante qui consiste à envoyer dans un pays voisin, ennemi ou ami, un de ses fils, parfois même le prince héritier, en fait qu'il serve de caution, un gage d'alliance et un moyen de pression sur un État. Et le personnel politique et diplomatique de la République démocratique du Congo, composé de criminels de guerre et constitué de professionnels de la politique étrangère ou impériale, à la façon des joueurs de football se vendent et passent de prince en prince, entre parenthèses, les acteurs politiques en RDC à double nationalité. D'où la nature de l'abus du pouvoir en République démocratique du Congo. Pardon. Parlant de l'instabilité politique liée de la fin de la démocratie, en République démocratique du Congo, l'expression électorale des Congolais doit être utilisée que pour sélectionner les personnalités dociles au dictat belgo-américain. C'est pourquoi la malice géopolitique occidentale utilise cette démocratie pour continuer à retenir le peuple congolais dans une servitude prolongée à travers d'un leadership corrompu qui entraîne toutes sortes de dérives obscurantistes et de trahisons. La soi-disant démocratie implantée en RDC est devenue une arme redoutable que les Occidentaux utilisent pour installer un gouvernement artificiel et corrompu à travers l'organisation des élections truquées et tronquées ou en soutenant la fraude électorale. Quand de la République démocratique du Congo depuis l'organisation des premières élections en 2006, après la chute du maréchal Mobutu. En faisant croire aux Congolais que le renouveau démocratique, la lutte contre la corruption, la défense des droits de l'homme et l'émancipation de la femme sont les plus grandes menaces qui pèsent sur les démocraties, les grandes puissances ou les États-Unis d'Amérique ont réussi à tracer une feuille de route mitigée en RDC. Les acteurs politiques congolais continuent à collaborer avec des anciennes métropoles qui, selon les cas, répriment et trahissent les acteurs des changements du Congo, par exemple, Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Ils exercent la pression sur les dirigeants congolais qui ne sont que des mandataires pour maintenir dans leurs États la politique de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses, dominer, exploiter, piller pour remplir leurs banques, au détriment du peuple congolais. Nous pouvons noter aussi que le Congo-Kinshasa est un État dans une déchéance notoire, conditionné par l'obscurantisme onusien. Le gouvernement congolais a déjà cédé sa responsabilité à l'ONU pour exercer ses fonctions et exécuter ses services en place. Et les objectifs des Nations Unies ont longtemps remplacé les ministères du gouvernement congolais. Les missions essentielles de l'État congolais, à savoir la sécurité, les métiers de la paix, la justice, la défense et la diplomatie, sont remplies par les Nations Unies. Et l'éducation, la santé, la nourriture, l'eau potable, les infrastructures, les transports, l'électricité, etc. sont à la charge des partenaires financiers ou bailleurs de fonds à travers les aides dites dettes. D'où l'ONU et la communauté internationale ont semé le chaos au Congo dans le but de créer un besoin pour un secours venant de l'extérieur et se laisser célébrer comme des sauveurs du peuple congolais.
La seule issue de sortie dans une crise économique sans précédent du gouvernement congolais est le Fonds monétaire international. Or, la FMI, les FMI et la Banque mondiale, qui ne sont pas des associations sans but lucratif, ils doivent exiger les remboursements avec des intérêts exorbitants. Au finish, notre analyse sur l'échec de la diplomatie congolaise rapporte que l'acte de la création du Congo en 1884 à Berlin et l'appropriation de cet immense gisement de minerais qui se succèdent risquent de s'éterniser à cause de l'absence d'une diplomatie digne qui peut aider le gouvernement congolais à influer sur l'étendue internationale. Le développement des inégalités menace la société congolaise et l'occupation coloniale et effective au Congo-Kinshasa. Il est donc nécessaire de mettre en place une éducation adéquate avec les possibilités locales ou nationales pour que les Congolais mettent en œuvre leur génie créateur en matière de la diplomatie étrangère. Merci et ciao.